L'ingénierie thermodynamique, équation d'état thermique des fluides. Dans plusieurs industries, des fluides sont utilisés dans les processus de production. Ces fluides, qu'ils soient liquides, gaz ou mélanges, sont stockés dans des réservoirs et transportés par conduite dans des installations industrielles. Le volume que chaque kilogramme de fluide occupe dans ces installations peut varier si la pression et la température varient également. Trouver cette interdépendance entre la pression, le volume et la température est crucial pour dimensionner les réservoirs et les conduites. Connaître la relation mathématique qui exprime l'interdépendance physique de ces trois propriétés est essentiel en ingénierie. Dans cette vidéo, nous verrons expérimentalement l'interdépendance des propriétés de pression, de volume et de température dans des fluides. Nous le ferons à travers un cas pratique. Dans cette vidéo, nous montrerons premièrement la dépendance mutuelle des variables d'état PVT pour le fluide dans un volume variable en modifiant la pression et la température. Deuxièmement, la distinction des propriétés d'un fluide dans les différentes zones d'opération. Et troisièmement, l'obtention de la courbe de vaporisation PT et du diagramme PV d'un fluide. La description de l'appareil. Nous commencerons par décrire l'équipement expérimental. L'équipement du laboratoire est composé d'un tube de graduation qui contient le fluide avec lequel nous allons faire l'expérience. On peut contrôler le volume du gaz enfermé en tournant le volant et en faisant monter la colonne de mercure et en mesurant le volume du liquide dans la colonne. Le volume peut atteindre jusqu'à 4 cm3. La pression du fluide est mesurée à l'aide du manomètre placé sur le support. Le même tour de volant, en faisant varier le volume, modifie également la pression. Le manomètre peut mesurer des pressions jusqu'à 60 bars. Et pour des raisons de sécurité, nous ne dépasserons pas les 50 bars. La mesure de la température du fluide se fait d'une manière indirecte. Le tube contenant le fluide est entouré d'un autre tube concentrique et l'espace intermédiaire est rempli d'eau, provenant d'un bain thermostatique. Lorsque l'équilibre thermique stationnaire est atteint entre le fluide d'essai et l'eau, les deux températures sont égales et il suffit de mesurer celle de l'eau. Dans cet appareil, nous mesurerons des températures comprises entre 20 degrés Celsius et 50 degrés Celsius. Il est important pour la bonne réalisation de l'expérience que la pression ainsi que le volume et la température du gaz soient stabilisés au cours du temps pendant que les mesures sont prises. Cet état stable dans le temps des propriétés est appelé état stationnaire. Le fluide qui remplit le tube de mesure est de l'hexafluorure de soufre. L'hexafluorure de soufre est un composé inorganique de formule SF6. À l'état gazeux, elle présente une résistance diélectrique élevée, hautement isolante. C'est pourquoi il est couramment utilisé comme isolant dans les systèmes de distribution d'électricité, en particulier dans les systèmes à haute tension. Elle est également appliquée dans certains procédés industriels, sidérurgiques et dans la chirurgie oculaire. C'est un gaz à effet de serre catalogué avec un indice GWP de 23 500. Mais étant donné sa haute masse volumique, il ne remonte pas jusqu'aux couches supérieures de l'atmosphère. Cependant, étant donné qu'il s'agit d'un gaz à durée de vie utile élevée, jusqu'à 3200 années, sa contribution au réchauffement climatique est considérée comme élevée. Mesure préliminaire équation thermique d'état. La première chose que nous allons faire est de vérifier s'il y a une interrelation dans le fluide entre les trois propriétés, pression, volume et température. Pour ce faire, nous manipulerons les éléments de commande de l'appareil, du bain thermostatique et du volant. Et nous verrons ce que se passe avec les valeurs des trois propriétés. Tout d'abord, nous fixons une température constante pour l'eau du bain thermostatique et attendons. Par exemple, nous avons maintenant 19,5 degrés Celsius de manière stable dans le temps, c'est-à-dire en régime stationnaire. Maintenant, nous déplaçons la roue d'actionnement dans le sens de choisir un certain volume, par exemple 3 cm3. On observe que le manomètre affiche alors 14,75 bars de pression. Cette valeur est le résultat du comportement du fluide lorsqu'on a choisi une température et un volume donné.
En maintenant la température constante, nous manœuvrons le volant jusqu'à obtenir une nouvelle valeur de volume. Par exemple, 2,9 cm3. En regardant le manomètre, nous voyons que la pression a changé jusqu'à 15 bars en raison du comportement du fluide. Si nous modifions la valeur de la température à 22 degrés Celsius et choisissons la même valeur de 3 cm3 de la première expérience, nous observons maintenant une nouvelle valeur de pression de 15 bars, différente de celle de la première expérience. Des preuves expérimentales indiquent que la valeur de pression résultante dans le fluide dépend des valeurs prédéfinies pour la température et le volume. Autrement dit, sur les 3 propriétés mesurables et contrôlables de l'appareil, seules 2 peuvent être définies indépendamment. Cela suggère une forme mathématique de dépendance que nous pouvons exprimer car cette pression dépend fonctionnellement de la température et du volume. En termes physiques, nous dirions que le fluide en tant que substance pure n'a que 2 degrés de liberté dans ses propriétés. Si la variable explicite pression est transmise au second membre de l'équation, nous obtenons une fonction dans le fluide qui lie les 3 propriétés thermiques sous forme d'équation homogène. Cette équation qui décrit le comportement thermique du fluide est appelée équation d'état thermique. Si, au lieu de fixer a priori les valeurs de température et de volume et d'observer l'évolution de la pression, nous avions fixé la température et la pression. Nous pourrions observer l'évolution résultante en volume. Et si nous avions choisi la pression et le volume comme propriétés indépendantes, nous aurions pu observer l'évolution de la température. Dans les 2 cas, nous obtenons diverses formes mathématiques de la même dépendance physique. Diagramme PVT, mesure initiale à une température constante. Nous allons maintenant obtenir un tableau et une représentation graphique l'ensemble des valeurs PVT de l'hexafluorure de soufre dans la gamme de mesures que notre appareil permet. On sait déjà que des 3 propriétés, pression, volume et température, seules 2 sont indépendantes pour être utilisées comme propriétés de contrôle. Nous en choisirons 2 pour contrôler notre expérience, température et volume. Nous avons commencé l'expérience en fixant une valeur de température à 19,5 degrés Celsius. Nous avons commencé à mesurer la valeur de volume de 4 cm3 et nous avons noté la valeur de pression qui en résulte est de 15,50 bars. Nous copierons les données obtenues dans un tableau et les représentons dans un diagramme avec le volume sur l'axe des abscisses et la pression sur l'axe des coordonnées. En maintenant la température constante à la valeur de 19,5 degrés Celsius, nous allons réduire le volume à intervalle fixe de 0,1 cm3 et nous noterons la valeur de la pression en barres. En réduisant la valeur de volume à intervalles réguliers, on observe une augmentation progressive de la pression. Cela peut être cohérent avec les expériences quotidiennes, par exemple avec l'air. En réduisant son volume à température constante, sa pression augmente, soit en augmentant la pression à température constante, son volume diminue. Ce comportement se répète de manière similaire jusqu'à un moment donné. Une nouvelle réduction de volume à température constante n'entraîne pas une augmentation correspondante de la pression. Qu'est-il arrivé au comportement observable du fluide? Observons le fluide. Jusqu'à présent, une seule phase homogène et transparente de fluide était observée. Mais maintenant, on peut voir un minuscule film recouvrant la surface du piston à mercure. Il y a une séparation interface entre ce film inférieur et la partie supérieure. Cette observation soulève une question. Que s'est-il passé? Première appréciation, la pression dans le manomètre est supérieure à la pression atmosphérique dans l'eau extérieure qui entoure le tube et reste stable dans le temps. Cela signifie que le tube contenant le fluide reste étanche à l'air, sans possibilité d'entrée ou de sortie de fluide. C'est un système fermé. Deuxième appréciation. La seule chose qui peut s'être produite
est une certaine transformation de l'état, dégradation du fluide, qui s'est séparée en deux phases, identifiables par la réfraction différente de la lumière qui traverse l'échantillon. Nous savons que la lumière se réfracte différemment dans des milieux de densité différentes, ce qui suggère que les deux phases peuvent avoir une densité différente. En revanche, le champ gravitationnel dans lequel se déroule l'expérience ordonne toujours aux matériaux de placer les plus denses en bas et les moins denses en haut. De plus, il existe un contact intime entre les deux phases qui peut permettre le passage de molécules d'une phase à l'autre. On peut donc formuler l'hypothèse suivante. Au départ, le fluide était à l'état gazeux. Deuxième hypothèse, en atteignant une certaine pression et température, une petite réduction supplémentaire de volume ne produit pas une nouvelle augmentation de pression, mais plutôt une agrégation de molécules de la phase gazeuse à la phase liquide. La pression et la température restent stables avec une réduction du volume total du fluide. Diagramme PVT, mesure initiale à température constante 2. Nous testerons cette hypothèse dans les mesures expérimentales suivantes. Nous continuons avec la réduction du volume à intervalle constant de 0,1 cm3. Nous observons comment, premièrement, le volume total de fluide est réduit. Deuxièmement, l'augmentation de la quantité de fluide en phase liquide par rapport au volume total présent, tout en réduisant la fraction restante du gaz. Et troisièmement, la pression reste constante pendant ce changement de phase, tout comme la température. Il arrive un moment où la fraction liquide occupe presque tout le volume disponible, alors que la fraction gazeuse est déjà petite. Qu'est-ce qui va se passer si nous continuons à réduire le volume? La réduction du volume total entraîne la condensation de la première bulle de gaz et le liquide occupe la totalité du volume. Que se passera-t-il si nous continuons à réduire le volume? Une tentative ultérieure de réduction du volume exige un effort supplémentaire pour le déplacement du volant de direction. Nous constatons que le volume diminue à peine alors que la pression augmente à nouveau, mais cette fois-ci brusquement. Nous constatons que le liquide supporte une pression élevée sans changement notable de volume. En fait, la limite de sécurité de la pression est facilement atteinte. Que se passe-t-il si nous augmenterons le volume maintenant? Ce faisant, nous observons la formation brutale de bulles de gaz au sein du liquide. Nous observons l'ébullition ou la vaporisation du liquide à pression et à température constante. La description des premières données PVT. Nous disposons déjà d'un ensemble complet de mesures de température constante. Dans le tableau des résultats, 3 types de comportements sont observés, selon l'hypothèse formulée. Premièrement, le fluide est essentiellement supposé être un gaz. Les réductions de volume entraînent une augmentation lente de la pression à intervalles quasi réguliers. Deuxièmement, à un certain moment, ce que nous supposons, la première goutte de condensat liquide apparaît dans le gaz. À température constante, le volume total est diminué, mais la pression reste constante. Troisièmement, en continuant à réduire le volume total, le liquide condensé apparaît de plus en plus et la quantité restante du gaz diminue, tandis que la pression reste constante. Quatrièmement, à un moment donné, la dernière bulle de gaz disparaît pour passer à une seule phase liquide. Et dernièrement, à partir de ce moment, la tentative de réduire à nouveau le volume conduit à une augmentation de la pression, bien que cette augmentation soit désormais très brutale et rapide. Si nous représentons graphiquement cette même information, nous voyons que la zone gazeuse dans laquelle le fluide subit une légère augmentation de la pression à mesure que le volume est réduit à température constante. L'apparition de la première goutte de condensat liquide, nous pouvons dire que le gaz à la pression et à la température qu'elle a
elle a saturé sa capacité à maintenir toutes ces molécules à l'état gazeux et rassemble quelques molécules dans la première goutte liquide. Nous appelons cet état de gaz ou de vapeur saturée. Une zone dans laquelle le volume total est réduit pendant que la pression est maintenue et que la phase gazeuse et la phase liquide du fluide coexistent ensemble. La réduction progressive du volume augmente la proportion de liquide par rapport à celle de gaz. Nous appelons cette zone d'équilibre liquide-gaz, liquide-vapeur ou vapeur humide. La disparition de la dernière bulle de gaz laissant une seule phase liquide. Dans cet état frontière, on peut dire que le liquide, à la pression et à la température qu'il a saturé sa capacité à maintenir toutes ces molécules à l'état liquide et regroupe quelques molécules dans la première bulle de gaz. Nous appelons cet état de liquide saturé. Et dernièrement, la zone liquide dans laquelle le fluide subit une brusque augmentation de pression lorsque le volume est réduit à température constante. Nous ne connaissons pas la masse d'hexafluorure de soufre. Ce que nous savons, c'est que c'est toujours la même masse que le tube d'essai est étanche. Nous pouvons donc mettre en parallèle avec l'axe de volume un nouvel axe de volume par unité de masse, c'est-à-dire de volume spécifique, mesuré en cm3 par gramme. Cette propriété volume spécifique est l'inverse de la masse volumique, exprimée en grammes par cm3. Cet axe augmenterait dans le sens contraire du volume. On peut alors réinterpréter les résultats en termes de la masse volumique. Premièrement, la zone gazeuse dans laquelle le fluide subit une légère augmentation de pression lorsque la masse volumique augmente à température constante. L'apparition de la première goutte de condensat liquide, nous pouvons dire que le gaz, à la pression et à la température qu'elle a saturé sa capacité à maintenir toutes ces molécules à l'état gazeux et rassemble quelques molécules dans la première goutte liquide. Nous appelons cet état de gaz ou de vapeur saturée, qui présente la masse volumique de vapeur saturée correspondante. Une zone dans laquelle la densité totale augmente lorsque la pression est maintenue et coexiste à côté de la phase gazeuse et de la phase liquide du fluide. L'augmentation de la proportion de liquide par rapport à celle de gaz se traduit par une augmentation de la masse volumique totale. C'est la zone d'équilibre liquide-gaz, liquide-vapeur ou vapeur humide. Quatrièmement, la disparition de la dernière bulle de gaz laissant une seule phase liquide dans cet état frontière, on peut dire que le liquide, à la pression et à la température qu'elle a saturé sa capacité de maintenir toutes ces molécules à l'état liquide et regroupe quelques molécules dans la première bulle de gaz. Nous appelons cet état de liquide saturé et il se produit à la masse volumique correspondante du liquide saturé. Dernièrement, à la zone liquide dans laquelle le fluide subit une brusque augmentation de pression lorsque la masse volumique augmente légèrement à la température constante. L'ensemble des données PVT. Que se passera-t-il si nous répétons maintenant les mesures à une température plus élevée? Pour une température différente, les mêmes valeurs de pression seront-elles obtenues pour un volume donné ou des valeurs différentes? Les états de vapeur saturée et de liquide saturé se produiront-ils aux mêmes valeurs de volume ou de pression? Nous répétons l'expérience en maintenant la température constante à la nouvelle valeur de 22 degrés Celsius. Nous allons réduire à nouveau le volume dans les mêmes intervalles fixes de 0,1 cm3 et nous noterons la valeur de pression en barre. On observe que pour une même valeur de volume ou de masse volumique, la pression du gaz est à tout moment supérieure à celle de l'expérience initiale. Il semble que l'augmentation de température correspond à un comportement du gaz à plus haute pression. Au fur et à mesure que le volume diminue, augmentation de la masse volumique, la pression augmente progressivement, reproduisant le comportement précédemment observé, typique de la phase gazeuse. Seulement, à une température plus élevée, le phénomène se produit à une pression plus élevée. Dans cette nouvelle isotherme, l'apparition de la première goutte de condensat se produit-elle dans les mêmes conditions de volume et de pression?
Le fluide nous montre que ce n'est pas le cas. L'état de vapeur saturé se produit à une pression plus élevée et à un volume total plus faible lorsque la température a augmenté. Une fois la première goutte de condensat obtenue, la prochaine réduction de volume ou augmentation de la masse volumique a lieu à la fois à température constante et à pression constante, comme dans la première expérience, bien qu'à des valeurs plus élevées de ses propriétés. Dans cette nouvelle ésotherme, la disparition de la dernière bulle de gaz se produit-elle dans les mêmes conditions de volume et de pression? Le fluide nous montre à nouveau que ce n'est pas le cas. L'état liquide saturé se produit à une pression plus élevée et un volume total légèrement inférieur ou une masse volumique légèrement supérieure lorsque la température a augmenté. Finalement, une fois que tout le fluide est en phase liquide, la tentative de réduction du volume total produit à nouveau une augmentation soudaine et rapide de la pression. Le mode de comportement a été reproduit, mais à une température plus élevée. Les valeurs de la pression résultantes ont également été plus élevées pour la même valeur de volume. Si nous reproduisons l'expérience à plusieurs températures plus élevées, 25,4, 32, 35,4 et 42,1 degrés Celsius. Que se passe-t-il? Alors, le mode de comportement suit le même modèle, mais à mesure que la température augmente, les valeurs de pression résultantes augmentent également pour la même valeur de volume ou de la masse volumique. Dans le diagramme PV, nous observons à droite la succession d'états à vapeur saturée. Ces états d'un volume, d'une pression et d'une température différents ont en commun les états du fluide dans lesquels apparaît la première goutte de condensation au sein du gaz. Nous pouvons joindre ces points représentatifs avec une isoline. Dans les états que nous n'avions pas mesurés, cette courbe nous donne une prédiction de sa situation approximative. Alors qu'à gauche, on observe la succession d'états liquides saturés. Ces états de volume, masse volumique, pression et température différents ont en commun les états du fluide dans lesquels apparaît la première bulle de gaz au sein du liquide. Nous pouvons joindre ces points représentatifs avec une isoline. Dans les états que nous n'avions pas mesurés, cette courbe nous donne une prédiction de sa situation approximative. Il semble que les deux lignes de liquide et de vapeur saturée ont tendance à s'unir en un point, à mesure que la pression et la température augmentent. Pouvons-nous observer cela expérimentalement? Le point critique d'une substance. Pour observer ce que se passe avec l'évolution des lignes de liquide et de vapeur saturée, nous allons effectuer une mesure à la température de 45,5 degrés Celsius, suivant la même procédure que les isothermes précédentes. Le comportement initial de la pression du gaz lorsque nous réduisons le volume est similaire à celui des isothermes ci-dessus. Faible augmentation de pression à chaque réduction de volume. Comme dans les expériences précédentes, nous pouvons nous attendre à ce que, à mesure que le volume diminue et que la pression augmente, la première goutte en condensat liquide apparaisse à un moment donné. Cependant, ce phénomène ne se produit pas. Au fur et à mesure que nous avançons dans l'expérience, le comportement de la pression avec la réduction du volume change. Au lieu d'une augmentation en douceur caractéristique du comportement du gaz, il y a une augmentation plus rapide, caractéristique du liquide. Lorsque nous atteignons des valeurs de volume très faibles, nous observons déjà l'augmentation brutale de la pression typique du liquide. En représentant la courbe PV, on voit qu'il y a un point d'inflexion en elle avec une pente horizontale, sans jamais apprécier la coexistence simultanée du liquide et du gaz. Plutôt, il y a eu une transition continue de la phase gazeuse à la phase liquide avec une augmentation graduelle de la masse volumique. Maintenant, nous allons effectuer une autre mesure isotherme à 48 degrés Celsius. L'expérience est répétée avec la même procédure précédente. À aucun moment, la coexistence du gaz avec le condensat liquide n'est observée, mais plutôt une transition progressive de l'état de gaz moins dense à l'état liquide plus dense, avec le comportement de pression correspondant. Dans cet isotherme, aucun point de pente horizontale n'est plus visible. Il semble donc que le point de pente horizontale de l'isotherme de 45,5 degrés Celsius soit le point limite.
À des températures inférieures est un segment de transition de la vapeur saturée au liquide saturé, à température et à pression constante. On pourrait dire que ce point supérieur de la zone liquide-vapeur est à la fois vapeur saturée et liquide saturé. Cette singularité de l'état du fluide est appelée le point critique de la substance. Dans le cas de l'hexafluorure de soufre, elle est produite à 37,5 bar et à 45,5 degrés Celsius. Le point critique est un point fixe de la substance, autant de fois que l'expérience est répétée, dans n'importe quelle direction de variation de la pression, du volume et de la température, elle se produit toujours aux mêmes valeurs de pression, de température et de masse volumique. Ce point critique est la limite supérieure de pression et de température dans laquelle le gaz et le liquide de la substance peuvent coexister. Au-delà des valeurs de pression et de température du point critique, la transition des gaz vers le liquide ou vice-versa se produit avec une variation progressive de la masse volumique du fluide sans que l'on puisse observer la coexistence de phase gazeuse et de phase liquide, avec la discontinuité de masse volumique entre les deux phases que cela implique.